Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Le Parlement vote la loi, mais en fait aussi le bilan. Et c'est le cas de la loi Agriculture et Alimentation, la réforme d'Emmanuel Macron censée améliorer le revenu des agriculteurs. Pour faire le bilan de cette réforme, les sénateurs ont auditionné Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Alors cette loi inverse la construction du prix des produits entre l'agriculteur et la grande distribution. Mais beaucoup estiment que la guerre des prix est toujours d'actualité. Et le gouvernement examine d'ailleurs ce matin une ordonnance contre les prix abusivement bas. Cette ordonnance est la dernière étape de cette réforme. Le bilan de la loi Agriculture-Alimentation, c'est tout de suite. La loi Egalim que le Parlement a adoptée le 30 octobre 2018 est un texte important pour les acteurs de notre économie, notamment nos agriculteurs et l'industrie agroalimentaire française. Et donc important pour les territoires, c'est donc un texte auquel, je le sais, le Sénat est particulièrement attaché. Je ne reviendrai pas en détail sur l'esprit qui a présidé à cette loi Egalim, issue d'une longue concertation. Vous le connaissez bien. Il s'agit de rendre la valeur aux producteurs, de favoriser une meilleure répartition de la valeur entre l'ensemble des acteurs, producteurs, transformateurs, distributeurs. C'était un des besoins majeurs identifiés à l'issue des États généraux de l'alimentation, sur la base d'un diagnostic partagé entre l'ensemble des parties prenantes. Cette volonté d'une meilleure répartition de la valeur s'est notamment traduite, en ce qui concerne le ministère de l'Économie et des Finances, par deux mesures phares. L'encadrement des promotions et le relèvement du seuil de revente à perte. La loi Egalim va bien sûr au-delà et nous aurons l'occasion d'aborder l'ensemble des mesures utiles pour mieux équilibrer les relations commerciales. Je veux d'abord dire que la mise en œuvre de cette loi a été rapide. L'ensemble des textes relevant du ministère de l'Économie ont été pris ou sont en cours d'examen par le Conseil d'État. Ainsi, l'encadrement des promotions en valeur est en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Le relèvement du seuil de revente à perte est effectif depuis le 1er février 2019. L'encadrement des promotions en volume est applicable à tous les contrats, au plus tard à compter du 1er mars, donc à l'ensemble des négociations qui ont eu lieu durant l'hiver 2018-2019. La DGCCRF a publié début février des lignes directrices pour expliciter l'application de ces nouvelles dispositions. Sont enfin en cours d'examen par le Conseil d'État et devraient être prochainement publiés le projet d'ordonnance relatif aux prix abusivement bas et le projet d'ordonnance modifiant le titre 4 du livre 4 du Code de commerce. Ces mesures déjà en vigueur sont-elles efficaces? Il est évidemment trop tôt pour le dire définitivement. Comme vous le savez, l'encadrement des promotions et le relèvement du seuil de revente à perte sont des dispositifs expérimentaux adoptés pour une période de 2 ans. Leur but est de permettre une meilleure rémunération des agriculteurs sans induire d'effets inflationnistes trop importants pour les consommateurs. On ne juge pas, au bout de 2 mois, de l'efficacité d'un dispositif expérimental mis en place pour 2 ans. L'efficacité de ces mesures et donc le bien-fondé de leur pérennisation devrait être évaluée dans la durée et le gouvernement le fera avec l'appui d'économies et d'experts reconnus pour assurer une évaluation impartiale et se réjouit du suivi attentif que vous mènerez également au sein de votre Assemblée. L'année 2019 sera consacrée au contrôle de la bonne application de ces dispositions et à une évaluation de leur efficacité. Ainsi, 6 000 contrôles de la bonne application du dispositif d'encadrement des promotions sont prévus par la DGCCRF et à ce stade, 1 300 contrôles ont déjà eu lieu. Il semble toutefois que les acteurs de la filière agroalimentaire commencent à s'approprier les nouveaux dispositifs et des changements sont déjà à relever, notamment sur des produits où les producteurs sont directement concernés, avec l'exemple encourageant du lait. On peut voir le verre à moitié vide et déplorer que le lait soit le seul exemple qui soit mis en avant aussi nettement. La pomme de terre en est un également. On peut aussi voir le verre à moitié plein et se réjouir que ce secteur, qui a connu une situation économique difficile ces dernières années, ait su tirer avantage du nouveau cadre pour s'engager dans une dynamique vertueuse de contractualisation entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs. Les 300 contrôles menés sur la qualité des négociations commerciales livrent une tendance également plus positive. Le climat général, et ça c'est ce que nous disent à l'écrit et de manière informelle les négociateurs qui ont été consultés, je parle des négociateurs côté transformateurs, les distributeurs auraient adopté un comportement plus constructif et moins agressif, surtout avec les PME. Les demandes de déflation des distributeurs sont près de 2 fois plus faibles que l'année dernière. Les demandes. Les segments des produits frais et en libre service, comme les produits laitiers, mais également les fruits et légumes, avec plus 0,90% de prix
Et les PME avec plus 0,71% de prix semblent avoir particulièrement bénéficié de cette évolution, alors même qu'ils représentent le cœur de l'objectif de la loi Egalim. Ces tendances sont un signal positif, mais je le redis, nous avons besoin de continuer à contrôler et à encadrer, car comme le dit Didier Guillaume, le ruissellement ne se fera pas naturellement. Il faudra qu'il soit sollicité, appuyé et entouré par l'intervention probable des services de l'État et des contrôles. Des comportements condamnables sont toujours à déplorer. Et je veux le redire, tous les manquements seront sanctionnés. Le gouvernement est pleinement déterminé à faire respecter l'ordre public économique. Voilà très brièvement les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance pour ouvrir cette discussion. Et je suis heureuse de répondre avec toute la précision nécessaire aux questions des membres de votre commission. Merci, merci Madame la Ministre. Je vais donc passer la parole déjà au président du groupe de suivi Egalim, Daniel Gremillet. Et ensuite, Laurent Duplon. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre. Effectivement, le Sénat a souhaité, suite au vote du texte sur Egalim, où nous avions souhaité améliorer d'ailleurs ce texte d'une manière très profonde, on regrette effectivement que le travail parlementaire n'ait pu s'enrichir et s'exercer. Et ce groupe de suivi qui a été mis en place est là non pas pour apporter uniquement des commentaires et des interprétations, il est là pour regarder justement sur le temps, et vous avez raison, c'est pas en 3 mois qu'on peut analyser et en tirer les conclusions, et ce groupe de suivi s'inscrit bien dans le temps, au-delà de l'année 2019. Et j'aurais 2 questions. La première, pouvez-vous nous dire aujourd'hui, sur l'ensemble de vos contrôles, combien de déréférencements les entreprises ont été victimes, parce qu'on ne l'évoque pas beaucoup, mais en réalité, ça continue, cette pratique continue de s'exercer. Et ma deuxième question, c'est sur les MDD. Effectivement, on parle beaucoup des produits à marque, et contrairement à ce que vous avez évoqué, les auditions que nous avons pu réaliser, même s'il y a eu des signes sur le secteur laitier, ne sont pas aussi puissant que l'embellie que vous laissez imaginer. Je dis cela par rapport au pourcentage MDD produits à marque. Donc pouvez-vous nous apporter des réponses très concrètes à la fois sur les MDD dans le cadre des négociations commerciales et sur l'évolution de la prise en compte, notamment dans ce qu'on appelle la montée en gamme. Merci Daniel. La parole est à Laurent Duplon, ensuite Jean-Marie Jensen. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, après plus d'1 an et après le discours d'Emmanuel Macron à Rungis, qui avait semblé donner un peu de baume au corps des agriculteurs, qui ont eu malheureusement le défaut d'y croire, il y a dans un premier temps un constat qui est imparable et un constat qui est factuel. Nous connaissons aujourd'hui, pour l'année 2017-2018, pour les éleveurs, une baisse de revenus qui se situe entre 1 800 et 3 500 euros par UMO, c'est-à-dire par unité de main-d'œuvre. Le plus lourd tribut, et pour tous ceux dont vous souhaitez la montée en gamme et qui l'ont fait, c'est par exemple l'agriculture biologique, avec une diminution du revenu de moins de 8 900 euros par UMO. La montagne, c'est-à-dire les secteurs qui devraient être protégés pour garder une agriculture sur la totalité des territoires, n'échappe pas à cette baisse, puisqu'elle aussi baisse de 6 000 euros par unité de main-d'œuvre. Cette baisse de revenus est liée à une augmentation très forte des charges, multipliée en plus par la sécheresse dont vous avez sûrement dû entendre parler pour l'année 2018. Le deuxième point, c'est Egalim. Quand je regarde Egalim, ce que je constate aujourd'hui et ce que nous disent les entreprises agroalimentaires, c'est plus des 3/4 de ces entreprises ont vu une obligation de concéder encore une fois à la grande distribution une baisse des tarifs. En clair, il n'y a pas besoin de se cacher les chiffres. Ils demandaient en moyenne une augmentation de +3 de leurs tarifs. Ils ont eu -1. Bah écoutez, ceux qui le disent sont des menteurs alors. Troisième point, quand on regarde aujourd'hui sur les GMS, et ma collègue Anne-Catherine vous le dira aussi, nous avons vu quoi? Nous avons vu par la loi une augmentation du RCRP de 10%, qui se traduit par quoi, Madame la Ministre? Eh bien, une augmentation de 10% des cartes de fidélité.
de façon à ce que les grandes surfaces ne perdent pas leurs clients. Le deuxième point, c'est qu'après cela, nous le savons parce que nous commençons déjà de le constater, sur ces 10%, la GMS va spolier 3% pour ses marges. Et sur le reste des 10%, elle va se servir des 7% restants pour favoriser les marques distributeurs, c'est-à-dire ces marques à elles, pour concurrencer les marques d'entreprises qui font la valeur ajoutée de nos entreprises territoriales, qu'elles soient coopératives ou privées, et qui permettent de valoriser le prix des producteurs. Tout cela pour intégrer encore un peu plus l'agriculture française à la botte de la grande distribution. Le dernier élément, et j'en ai parlé d'ailleurs à la directrice de la concurrence, c'est que les GMS sont en train de s'organiser au niveau européen de façon à rétribuer une partie de cette augmentation des 10% de SRP aux grandes marques qui négocieront non plus au niveau national mais au niveau européen et bénéficieront aussi de leur part du gâteau. Il est bien normal que les Coca, qui normalement devaient bénéficier le ruissellement aux agriculteurs, finissent par récupérer une part de l'augmentation des prix. Le dernier point, Madame la Présidente, si vous me permettez, parce que je trouve qu'il est totalement anormal que nous prenions dans cette loi que toujours le titre 1 de la loi, comme étant la seule et unique parade à la loi Egalim. Je m'excuse, mais derrière le titre 1, il y a malheureusement le titre 2. Et le titre 2, c'est quoi ? C'est de la stigmatisation encore plus importante des agriculteurs qui n'ont pas besoin de cela, qui se trouvent dans une situation psychologique déjà suffisamment compliquée. C'est une augmentation des charges que nous pouvons constater dès cette année par une baisse du revenu. Je vous rappelle que c'est l'interdiction des rabais, remises et ristournes sur les produits phytosanitaires. Je vous rappelle que c'est une augmentation de 100 millions d'euros de la TGAP. Je vous rappelle aussi que c'est la séparation du conseil et de la vente qui va faire augmenter le prix du conseil au niveau des agriculteurs. Pour conclure, Madame la Présidente, le ruissellement pour moi, il est synonyme pour un agriculteur que lorsqu'il y a un orage en plein été, ce ruissellement se traduit par l'érosion de notre agriculture et l'érosion de nos agriculteurs. Merci. Laurent Duplon d'avoir respecté les 2 minutes, Jean-Marie Jensen et ensuite Pierre Louot. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, depuis la mise en œuvre de la loi Egalim et des ordonnances liées à la fixation des prix, le climat s'est dégradé entre les producteurs et les distributeurs. Je me répète, Madame la Ministre, le climat s'est dégradé. Aux tensions habituelles liées aux négociations commerciales s'est ajouté un vrai doute sur le respect des règles du jeu fixé par la loi. Le gouvernement a mis en place un mécanisme de redistribution par ruissellement afin de garantir un prix plus juste aux producteurs. Certes, mais en réalité, il a créé une confusion dommageable pour tous les acteurs. La Direction générale de la concurrence, de la Commission et de la répression des fraudes explique qu'elle sera extrêmement vigilante sur le contrôle des mauvaises pratiques et les sanctions vis-à-vis des distributeurs qui contourneraient la loi. Mais je vous le demande, Madame la Ministre, comment s'assurer qu'elle aura véritablement les moyens de le faire? Madame la Ministre, j'ai une crainte, je dis bien une crainte. En déconnectant le revenu du producteur du fruit de sa production, on risque de mettre en place un énième mécanisme de soutien, une énième béquille qui sera facile d'oublier ou de contourner quand nos paysans ne feront plus la une de la presse. Il est enfin temps de mettre en place des moyens concrets et de long terme pour une juste rémunération et celles et ceux qui nous nourrissent. Donc oui, il est temps d'en faire un enjeu national. Merci de votre écoute. La parole est à Pierre Louot, ensuite Jean-Claude Tissot. Madame la Présidente, Madame la Ministre, juste un petit témoignage. Je suis en Touraine. On a une petite coopérative agricole laitière qui fabrique des produits plutôt moyenne haut de gamme. Tout simplement, lorsque cette coopérative a renégocié les prix avec les GMS début janvier, elle n'a pas obtenu un centime d'augmentation des produits. Elle a constaté au 1er mars que tous ces produits avaient augmenté entre 3 et 5%. C'est-à-dire que la loi Egalim est devenue un prétexte pour ces moyennes et grandes surfaces, sans le moindre retour auprès des éleveurs. Je crois qu'on est un peu dans l'illusion. Ce sont des gens qui ne travaillent que sous la contrainte, avec des sanctions. Si on ne comprend pas cela,
les agriculteurs seront toujours bernés devant les géants de la distribution qui sont au minimum en entente, quelquefois en situation de monopole. Merci Pierre. La parole est à Jean-Claude Tissot, ensuite Michel Raison. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Ma question va être très claire et très rapide. Il y a 6 000 contrôles de prévus. Vous en avez effectué 1 300, donc le ministre nous l'a dit hier, ministre de l'Agriculture. Ma question est la suivante. Quels sont les types de contrôles qui ont été effectués? Où? Chez qui? Dans quelle mesure? Et pourrions-nous avoir les résultats de ces contrôles? Parce qu'en fait, si on attend 2 ans le terme de l'essai, ça peut être trop tard. Et au vu des contrôles, au vu des résultats, on peut peut-être réorienter les décisions qui ont été prises dès la mise en place d'Egalim. Merci. Merci Jean-Claude. J'en viens aux 2 rapporteurs de la loi Egalim. Je m'excuse de ne pas les avoir placés avant. Michel Raison et ensuite Anne-Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en préambule de ma question, je veux rappeler deux réflexions. La première, depuis 2003, je suis de très près les dossiers de relations fournisseurs-distributeurs. J'étais rapporteur de textes, j'ai fait un certain nombre de choses là-dessus. C'est une réflexion personnelle, défenseur de ne plus toucher à la loi. J'aurais souhaité qu'on n'y touche plus pour faciliter justement la tâche de la DGCCRF. Parce que chaque fois qu'on modifie la loi, chaque fois, les grands distributeurs trouvent une nouvelle solution pour la contourner, et on en a encore la preuve cette fois-ci, donc c'est chaque fois inefficace, sauf qu'on peut de moins en moins contrôler. Et donc le sujet n'est même pas législatif, il est moral. Or la loi n'a jamais réglé les problèmes moraux. Deuxième réflexion, par rapport aux revenus agricoles, je veux le rappeler, le rabâcher. D'abord, on ne vend pas, les agriculteurs ne vendent pas tous leurs produits à la grande distribution, parce que c'est, même si je critique leur méthode, c'est un peu facile aussi de mettre le revenu agricole, de trouver en seul bouc émissaire la grande distribution. C'est le meilleur moyen de ne régler aucun autre problème. Et deuxièmement, le revenu agricole n'est pas fait que du prix du produit agricole. Ça, je tiens chaque fois à le rappeler. Maintenant, j'en viens à ma question. Et vous savez que la hausse du SRP tend à valoriser les grandes marques en assurant aux distributeurs une meilleure marge sur ces produits, en particulier le Nutella, le Ricard et tout ce genre de produits. Et cela se fait au détriment de nos PME et en particulier de ceux qui fabriquent des MDD. Et ces mêmes PME ont consenti cette année le plus souvent une baisse de leur prix net, souvent sans contrepartie puisque les enseignes ont décidé de réduire leur assortiment. Parce qu'il y a toujours des effets pervers. Et entre une baisse des volumes et une baisse de prix, les industriels connaissent une double peine, et j'y ajouterais même une triple peine pour ceux qui ont signé, avec une hausse très inquiétante des pénalités qui atteignent des niveaux disproportionnés. Parce qu'on ne va pas développer le sujet, mais c'est un vrai sujet, tout ce système de pénalités de la grande distribution. Je pense par exemple aux produits sous signe de qualité, et c'est une charge très lourde pour les entreprises. Alors, ma question, que peut faire la DGCCRF contre ces actions, entre-elles dans le champ du déséquilibre significatif? Et je vous remercie d'avance pour la précision de votre réponse. Merci Michel. Anne-Catherine Loisier, ensuite Henri Cabanel. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Cela a été dit, le pouvoir de négociation des centrales d'achat et donc le rapport de force en défaveur du producteur n'a jamais été aussi fort. L'un des derniers exemples concerne les demandes de remise additionnelles ou les déductions d'office de certaines centrales d'achat. La DGCCRF a par exemple constaté que de 2013 à 2015, la centrale d'achat Leclerc avait imposé une remise additionnelle de 10% à une vingtaine de ses fournisseurs pour des produits qui étaient l'année précédant les négociations également commercialisés par un concurrent. Vous avez rapidement réagi et pris une position claire en demandant une amende forte de plus de 100 millions d'euros contre cette centrale d'achat pour sanctionner ces pratiques. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? La loi Egalim, cela a été dit aussi, a renforcé les contrôles de la DGCCRF durant les négociations commerciales.
Pouvez-vous nous dire comment elles se sont déroulées? Je rebondis sur la question de mon collègue Tissot. Mais également, qu'en est-il des autres mécanismes abusifs pratiqués ouvertement et de manière, c'est vrai, immorale par un certain nombre de grands distributeurs et qui remettent vraiment en cause la crédibilité de la loi, de nos dispositifs Egalim? Et je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer, même si j'ai peut-être pas le droit, mais quand même ce qui circule largement. Donc voilà où passent les 10% sur les primes de fidélité. Voilà où nous en sommes après des mois de discussion Egalim. Voilà, merci de votre réponse. Merci beaucoup Anne-Catherine. La parole est à Henri Cabanel, ensuite à Franck Montaugé. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, donc, on est tous d'accord, cette loi souhaitait donc revaloriser le revenu des agriculteurs et par là même donc le partage de la valeur et essayer d'enrayer ce qui nous semble être une des causes principales, la guerre des prix que se font la grande distribution dans la politique de commercialisation. Donc la première question, c'est effectivement, pensez-vous que cette guerre des prix a été enrayée par cette loi Egalim? La seconde, c'est que cette loi vous a permis de prendre des ordonnances sur la coopération. Et dans le cadre donc des prix abusivement bas, vous souhaitez comparer donc les coopératives à des entreprises commerciales. Je pense que les entreprises ne doivent pas être assimilées, les coopératives, pardon, ne doivent pas être assimilées à des entreprises commerciales. Car une coopérative n'achète pas ses adhérents. Elle vend le produit de ses adhérents, mais en aucun cas elle l'achète. Donc, si effectivement la mesure du prix, des prix abusivement bas s'applique dans la coopération, je trouve que c'est une injustice. Donc, pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet? Et la parole est à Franck Montaugé, à moins que j'ai d'autres prises de parole derrière. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour votre présentation. Je voudrais, à partir de la question posée par Jean-Claude Tissot, élargir un petit peu le propos en vous demandant quelle est la méthode d'analyse et d'évaluation que vous allez suivre. Envisagez-vous, il me semble que ça serait utile et éclairant, de reconstruire les chaînes de valeur, de mettre en évidence au niveau du client jusqu'au consommateur les différents points de création de valeur, par filière, par territoire, par type de structure, par type d'exploitation, avec dans la chaîne de valeur des organisations coopératives, des organisations qui ne le seraient pas, et également par type, pourquoi pas, de commercialisation. Il peut être mis en évidence que voilà, certains types de commercialisation, type circuit court, mais peut-être pas que, voilà, génèrent plus de valeur et plus de retour de valeur que des organisations plus longues. Voilà, sachant que voilà, tous les produits ne peuvent pas évidemment se vendre sur le modèle des circuits courts. Voilà, ma question elle est sur la méthode. Comment allez-vous conduire cette évaluation pour que nous puissions en retirer des enseignements et quelque part peut-être des modifications quant à ce texte de loi qui ne nous paraît pas d'emblée répondre aux objectifs premiers qui ont été fixés. Merci beaucoup Franck. Je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. Je voudrais, Madame la Ministre, finir avec quelques petites remarques. D'abord, vous avez cité la politique de contractualisation qui se trouve effectivement au cœur de la fixation des prix et de la marche avant. Je voulais simplement vous dire, parce que vous n'étiez pas à l'époque dans le milieu peut-être tout à fait politique, que la contractualisation avait été mise en place après la nuit de l'élevage qui avait lieu ici au Sénat à l'initiative du président Larcher, au moment de la crise du lait où nous avions après voté une loi sur justement
la contractualisation et qui avait permis à la filière lait de commencer à s'organiser et à entamer le travail qui donne aujourd'hui ses fruits, avec en plus évidemment la loi renforcée par la loi Egalim. Deuxième élément, je partage la remarque qui vient d'être faite. Je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup de partage de valeur. Encore faut-il savoir où est la valeur et s'il reste de la valeur. Car aujourd'hui chacun défend son territoire. J'ai bien peur que la valeur ne soit plus nulle part. Et donc que la vraie question qu'il vaille, et qui va probablement me valoir une réponse sur la montée en gamme, mais pas que, c'est de recréer de la valeur, y compris sur les produits de base. Et troisième question, je voudrais savoir s'il y a des outils qui ont été mis en place, suite à la question de certains de mes collègues, sur la mesure de l'évolution des charges, de l'effet de l'évolution des charges. Car comme l'a dit Laurent Duplon, l'amélioration du revenu des agriculteurs, c'est une résultante entre le prix de vente et puis les charges qui pèsent sur l'entreprise. On a aujourd'hui des outils qui sont en train d'être mis en place pour mesurer effectivement l'évolution des prix d'achat, des prix de vente des producteurs. Mais qu'en est-il de la surveillance des charges sur leurs exploitations? C'est une question aussi constitutive de leurs revenus. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vais peut-être faire une première réponse sur comment se sont déroulées les négociations, puisque c'est un point qui revient et qui répondra à un certain nombre d'entre vous collectivement, et ensuite reboucler sur les questions plus spécifiques. Donc, je vais d'abord juste rappeler que l'ANIA elle-même parle d'une déflation de moins 0,5% en 2019 et pas de moins 1%, et de 49% des entreprises qui ont signé en déflation. Donc ça fait une entreprise sur deux qui est en inflation, une entreprise sur deux en déflation. Ça, c'est les chiffres de l'ANIA. Les nôtres sont un peu différents, mais pas significativement sur le message général. Ils sont fondés sur effectivement à peu près 300 contrôles qui ont été faits sur l'ensemble du territoire et qui ont visé, pour vous donner des éléments, puisqu'ils ne sont évidemment pas exhaustifs, 150 PME, un peu plus d'une centaine, aux alentours de 115 ETI, et plus d'une vingtaine de très grandes entreprises. Mais très grandes entreprises, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et donc sur toutes les régions de métropole. Sur cette base-là, nous constatons une tendance légèrement déflationniste de moins 0,25%, 27%, par rapport à une entame de négociation de déflation qui était à moins 1,9% en 2019 contre moins 3% en 2018. Alors, il faut être attentif au fait que certains peuvent entamer sur une déflation basse, mais en fait demander beaucoup d'autres contreparties, donc ce n'est pas forcément un chiffre qui est complètement en lui-même donne un signal de l'agressivité. Lorsqu'on regarde ensuite plus en détail, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des sociétés, enfin des groupes qui ont tiré leur épingle du jeu, relativement. C'est en catégorie de produits le frais en libre service, dont la moyenne d'évolution des prix négociés est aux alentours de l'ordre de 1%. Ce qui, avec une appréciation du comportement des acheteurs qui est très bon, et une appréciation des contreparties négociées qui est bonne. Donc en fait, ce qui est assez clair, c'est que vous avez une hétérogénéité de la façon dont sont passées les négociations en fonction de la taille des acteurs et du secteur d'activité ou du type de produit qu'ils offraient. Il apparaît que typiquement les entreprises qui ont eu des négociations les plus difficiles étaient plutôt les plus importantes. C'est pas exactement ce que j'ai entendu en l'occurrence, c'était plutôt les plus grosses et plutôt celles qui étaient spécialisées dans les liquides alcoolisés, dans les alcools en réalité. Pas que, mais l'appréciation du comportement est très dégradée, l'appréciation des contreparties est dégradée. Donc on a effectivement une hétérogénéité des comportements, et la vérité commande de dire qu'on a quand même tout ce qui était proche des agriculteurs a plutôt été mieux traité que ce qui était plutôt porté par des grands groupes.
c'est caricatural, hein, vous aurez toujours un contre-exemple, mais c'est ce qui remonte et ce sont des enquêtes qui sont menées, hein, que nous menons en direct avec les sociétés en question. Donc, la deuxième étape qui est en cours, c'est justement, à partir de cette première phase de contrôle, tout ça nous donne des éléments d'analyse de risque, où on peut aller trouver des pratiques qui seraient abusives. Et sur cette base-là, on va aller tirer le fil dans un certain nombre de contrôles ciblés, puisqu'on sait à peu près où chercher sur cette base-là. Et là, le contrôle est beaucoup plus profond, puisqu'il se fait sur la base des contrats qui ont été signés, en partant et en révisant toute la documentation, éventuellement les échanges qui ont été préalables au contrôle, l'échange de mails, de documentation, avec, pour répondre aussi à certaines questions, oui, il y a eu des pratiques de déréférencement. Ces pratiques ne peuvent pas être chiffrées puisque vous avez des produits, vous avez des déréférencements perlés, c'est-à-dire vous retirez quelques références, vous les retirez de temps en temps, vous pouvez les retirer 2 semaines, puis elles reviennent, vous pouvez les retirer effectivement de manière continue pendant plusieurs mois. Donc, ce n'est pas nouveau d'abord, évidemment, ce n'est absolument pas nouveau, et surtout, ce n'est pas chiffrable. C'est plutôt ça, c'est-à-dire c'est chiffrable quand on va descendre sur une société où on pourra mesurer l'impact chiffre d'affaires. Et c'est ça qui aura, je pense, le plus de sens. En revanche, ce que je vous dis encore une fois, hein, c'est que on a des retours d'appréciation du comportement qui vont de très bons à dégradés. Donc on a clairement des situations différentes. Et par rapport à l'objectif, on a fait bouger les lignes, puisque ce sont les secteurs qui sont le plus proches du revenu des agriculteurs qui ont bougé positivement et les PME qui ont été, entre guillemets, les mieux traités. S'agissant de la MDD, je rappelle que la MDD, elle est en partie, les produits MDD sont en partie le fait de groupes qui font aussi des marques. Pour connaître un petit peu, par exemple, le secteur de l'huile alimentaire, vous savez qu'il y a un groupe qui est dominant en France, qui a des grandes marques, par exemple le Sieur, par exemple Puget, et qui est Carapelli, et qui a également toute une partie de son chiffre d'affaires, que ce soit du colza, du tournesol, etc., qui est de l'olive, qui est en MDD. Donc, il faut, pour répondre à votre question, en fait, trancher dans le chiffre d'affaires ce qui relève de la MDD et ce qui relève des grandes marques. Donc, en fait, l'analyse n'est pas si, nette que ça. J'ajoute que vous avez ensuite 2 types de MDD. Vous avez la MDD qui est faite en fait, sur la base d'un cahier des charges partagé avec la GMS. Donc là, vous pouvez avoir une construction du prix. Et puis, vous avez la MDD en marque blanche. Je reprends le groupe en question. Fondamentalement, vous avez un cahier des charges un peu général. Vous pouvez être première pression, à froid ou pas première pression, vous réutilisez. Mais à partir du cahier des charges, vous avez une bouteille en plastique. Vous collez une étiquette avec la marque de la MDD en question. Et donc, l'intervention dans la négociation est beaucoup plus légère. Ce n'est pas une construction, une co-construction de produits. Voilà. Alors, sur le SRP, je rappelle que cette mesure ayant été mise en place au 1er février, je suis certaine que la GMS a fait sa pelote, mais enfin, ça fait une pelote sur très exactement 2 mois et 4 jours. On n'est pas dans une phase de redistribution massive de l'argent. La mesure a été demandée par les agriculteurs, je veux le rappeler aussi, c'était une demande formelle au moment des états généraux de l'agriculture, avec l'idée que ça permettait d'envoyer un signal prix et d'avoir peut-être moins d'achats de grandes marques, un report justement sur des marques qui bénéficieraient plus aux agriculteurs et notamment des achats que les agriculteurs approvisionnaient. Donc le climat s'est-il dégradé entre distributeurs et producteurs? Je vous ai répondu, Monsieur Janssen. Enjeu national, très certainement. On est pénétré de cette idée que c'est un enjeu national. L'évolution des prix pour le consommateur de la SRP, du SRP, c'est plus 0,6%. Je le dis aussi, puisque ça donne une indication. Ça, c'est en février, avec effectivement les produits d'appel qui ont vu leur prix relevé. Mais ça, c'est en termes marketing, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça fait de la place pour les prix MDD. Hein. Vous avez plutôt intérêt à avoir des prix de marque fortes qui soient à leur juste positionnement parce que ça permet de positionner justement aussi les autres prix.
Si la voiture de luxe est à 10 000 €, vous n'allez jamais vendre une voiture qui n'est pas de luxe. C'est un peu la même idée dans le mécanisme de marque. J'essaye de continuer, si vous le voulez bien. J'ai l'impression d'être interrompue régulièrement. Les contrôles. Vous avez eu donc des contrôles sur les promotions, puisque 1er janvier, et depuis le 1er février, à partir de fin février, sur le SRP, et des contrôles, les 300 que je mentionnais, sur la partie négociation commerciale. Sur la partie promotion, dans le cadre de la loi ESSOC, de la mise en œuvre des promotions, on va dire que les premiers contrôles ont été pédagogiques et éventuellement assortis d'avertissements. Nous sommes aujourd'hui rentrés dans une période où nous sommes un peu plus vigilants, et donc on commence à être dans des positions où on sera en situation, on a 4 possibilités de sanctions. C'est en cours d'instruction pour arriver au bout, mais ça veut donc dire que s'il y en a 4, c'est qu'on n'est pas repassé au même endroit sur ces 4 fois-là, et on a pu constater que les dispositions sur les promotions ne sont pas respectées. Il y a, vous l'avez indiqué effectivement, des tentations de contournement, notamment par le cagnotage et les cartes de fidélité. C'est un point que nous regardons d'assez près. S'agissant et donc ça va monter en puissance avec l'idée qu'on va repasser et que quand la deuxième fois on retrouve les mêmes pratiques, là on aura des procès-verbaux qui seront un peu plus précis et qui pourront donner lieu à des sanctions. C'est un système en plus qui est assez automatique puisque vous pouvez avoir des sanctions administratives. Vous ne passez pas par le juge, je le précise, quand on va revenir sur le point que vous mentionnez sur le contentieux dit taxe Lidl. Sur Monsieur Raison, merci d'avoir rappelé effectivement que le revenu des agriculteurs ne dépend pas que de la GMS et effectivement l'importance de la stabilité de la loi. C'est vrai qu'il faut tous s'en pénétrer. Vous parlez des pénalités abusives. Nous avons notamment un sujet de pénalité abusive sur la logistique. Vous savez que nous avons publié un guide. Alors c'est le CEPC début février, 7 février de mémoire, qui a publié ce guide et nous en suivons l'application. On était d'autant plus attentifs à ça que dans le cadre de la crise des Gilets jaunes, il y a eu d'authentiques problèmes de livraison et avec des pénalités qui avaient tendance à être un peu automatiques, là où les routiers et les producteurs n'étaient quand même pas tout à fait, enfin transformateurs n'étaient pas responsables de la situation de blocage. Et puis effectivement, on a 2 types de pratiques que l'on regarde de très près. Les niveaux de service dans les contrats qui sont inatteignables, du style 100% des livraisons arrivent à l'heure, et les pénalités qui tombent à compter par exemple de 30 minutes de retard. Là, on est quand même dans une application particulièrement stricte des choses. Donc tout ça est couvert par les fameuses recommandations qui ont été établies de concert par les parties prenantes et qui sont publiques depuis février. Je rappelle, ça vaut aussi donc pour les routiers, puisque même se voit appliquer des pénalités en ricochet. Sur stabilité de la loi, pénalité abusive, donc la taxe, le contentieux avec Leclerc, vous l'avez relevé, Leclerc qui applique un abattement complémentaire de 10% sur le prix, qui nous a conduit à porter la situation devant le juge. 83 millions d'euros, c'est le montant qu'il faudrait reverser aux transformateurs indûment taxés. Donc ce n'est pas pour le budget de l'État, c'est pour les entreprises qui ont payé ces 10%. Et vous avez une sanction complémentaire de l'ordre de 20 millions. C'est comme ça que se décomposent les 100 millions. Nous sommes donc devant le juge et maintenant à la justice de traiter le sujet. Et donc l'affaire poursuit son cours, mais nous n'avons pas d'éléments de nouveauté à vous communiquer. Comment se sont déroulées les négociations, on l'a dit. Autre comportement abusif, carte fidélité, cagnotage, je l'ai également relevé.
Monsieur Cabanel, la guerre des prix est-elle enrayée? Je ne suis pas tout à fait persuadée. Nous sommes sur un secteur... je pense qu'il faut avoir en tête aussi que le secteur de la grande distribution est en transformation, puisqu'il est lui-même sous pression du e-commerce, et qu'on n'est pas exactement dans un jeu d'acteurs où vous avez beaucoup de richesses à se répartir. Donc il faut aussi effectivement intégrer cet élément-là. Les coopératives. Alors, s'agissant des coopératives et de la législation sur le prix abusivement bas, la discussion est en cours et le gouvernement a bien en tête que le modèle coopératif a des spécificités. Donc, je suggère que ce point-là soit traité lorsque l'ordonnance sera finalisée. On en est proche. L'idée étant, évidemment, ça peut arriver quand même ponctuellement qu'on ait à protéger les producteurs contre des comportements qui pourraient s'apparenter à ceux des sociétés commerciales, mais en tout état de cause, la différence entre coopératives qui œuvrent pour l'ensemble des coopérateurs et les sociétés commerciales, nous l'avons bien en tête. Alors, quelle méthode d'analyse et d'évaluation ? Vous avez raison, il faut reconstruire les chaînes de valeur. C'est l'un des enjeux des contrats que nous appelons de nos voeux et qui ont permis d'ailleurs, qui expliquent pourquoi le lait a été en capacité de conclure des contrats plus de moyen terme et avec des augmentations de prix, parce que ce travail avait déjà été entamé à la faveur des différentes crises précédentes. Moi, j'ai en tête, mais c'est il y a longtemps, les problèmes d'Entremont, donc en fait, je reboucle par l'investissement. En tout état de cause, ce que nous demandons aussi à chacune des filières agricoles, mais ça sera un propos que Didier Guillaume vous tiendra avec plus de détails, c'est que chaque filière s'organise pour effectivement fournir des éléments sur leur prix de revient, la construction de leur prix, parce que pour arriver à avoir cette notion de chaîne de valeur et de répartition de la valeur, il faut aussi qu'il y ait une transparence partagée sur toute la chaîne de valeur en question. Certaines filières commencent à s'organiser et à avancer sur le sujet. Donc le lait avait un temps d'avance, la pomme de terre a pu avancer. On a entendu aussi que fruits et légumes transformés, s'entend. Sur la viande, vous avez effectivement des enjeux, c'est un peu plus difficile sur le bœuf, sur le porc, et on sait tous que le porc est une filière où il y a une tentation pour écraser la valeur, ce qui est un des vrais enjeux. Voilà, dans deuxième gros enjeu, je crois, sur les sujets de filière. Tac. Alors, en revanche, on n'en est pas encore à rentrer dans une analyse qui serait par territoire, par type d'exploitation et par type de circuit de distribution. Mais je propose déjà qu'on construise une chaîne un peu avec une granularité plus large, mais avec une clarté sur déjà les prix de production. Donc, Madame Prima, la politique de contractualisation, ce que je vous indique, c'est-à-dire qu'on n'est pas au même niveau de maturité selon les filières, et je pense que Didier Guillaume vous éclairera sur le sujet. Sur l'évolution des charges, pareil, je suis complètement d'accord avec vous, le revenu des agriculteurs, il dépend de ces deux éléments, et un des sujets qu'on a et qu'il faut savoir accompagner, c'est aussi faire en sorte de ne pas mettre trop de contraintes sur les agriculteurs et de leur permettre d'équilibrer, non seulement de faire face à la question de l'évolution des prix de revient, du prix des intrants et du prix auquel ils peuvent eux-mêmes vendre leur production. Voilà ce que je peux vous dire. Et voilà pour cette audition de la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher qui a fait un premier bilan de la loi agriculture et alimentation. Face aux critiques contre une réforme qui peine à porter ses fruits, la ministre a estimé que les contrôles de l'État sur l'évolution des prix montraient une tendance plutôt positive, mais que des comportements condamnables des acteurs de l'agroalimentaire sont toujours à déplorer.
Autre sujet qui intéresse la Haute Assemblée, les finances publiques et les comptes de l'État. Les sénateurs ont auditionné Didier Migaud, le président du Haut Conseil des finances publiques, sur la trajectoire budgétaire de la France jusqu'en 2022. Le gouvernement doit revoir ses objectifs à la baisse. Fini le retour à l'équilibre promis par Emmanuel Macron pour 2022. Le déficit de l'État devrait avoisiner les 1% de la richesse nationale. En cause, un ralentissement de la croissance et puis les mesures pour le pouvoir d'achat à hauteur de 10 milliards d'euros accordés pour calmer la colère des Gilets jaunes. Si vous voulez en savoir plus sur l'état des comptes du pays, je vous conseille d'écouter cette audition. C'est la 7e fois que le Haut Conseil est appelé à se prononcer sur le programme de stabilité. Avant de détailler devant vous le contenu de ce nouvel avis, j'aimerais formuler 2 remarques préalables. La première porte sur le calendrier. Alors, conformément au droit de l'Union, le programme de stabilité a été établi comme chaque année au début du mois d'avril et sera transmis à la Commission européenne d'ici la fin de ce mois, après les débats que vous aurez au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette contrainte calendaire pèse particulièrement cette année puisque le texte a été bâti indépendamment des suites qui seront données au grand débat national. Par ailleurs, les conditions de mise en œuvre du Brexit, dont l'échéance initiale était fixée au 29 mars 2019, continuent de représenter un aléa majeur pour les perspectives de croissance européenne et française. Ma seconde remarque concerne le mandat du Haut Conseil des finances publiques. L'examen du programme de stabilité qu'il réalise chaque année porte sur les prévisions, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, macroéconomiques sous-jacentes à la trajectoire de finances publiques et non sur la trajectoire de finances publiques elles-mêmes. Alors, même si, bien sûr, dans notre avis, nous tenons compte de l'impact des finances publiques sur la macroéconomie et inversement des conséquences de la macroéconomique sur les finances publiques, mais le mandat du Haut Conseil dans ce cadre-là est limité. Dans ce cadre, il s'appuie sur des prévisions émanant de multiples institutions telles que la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international, l'OCDE, ainsi que sur les travaux d'autres organismes comme l'INSEE, la Banque de France, Rexecode et l'OFCE. Avant de vous présenter les observations du Haut Conseil sur les prévisions du gouvernement, dont nous avons été saisis le mercredi 3 avril dernier, je souhaite revenir brièvement sur le contexte macroéconomique dans lequel le programme de stabilité français a été établi. Je vous présenterai ensuite notre appréciation sur les prévisions du gouvernement portant sur l'année 2019, puis nos observations relatives au scénario macroéconomique établi pour les années 2020 à 2022. S'agissant du contexte macroéconomique actuel, le Haut Conseil constate d'abord le caractère moins porteur de l'environnement économique mondial et européen dans lequel paraît le programme de stabilité de notre pays. Nous observons en effet un fort ralentissement de la croissance du commerce international depuis la fin d'année 2018. Ce repli est notamment dû à l'escalade des droits de douane initiés par les États-Unis, au ralentissement de la croissance des pays émergents, en particulier de la Chine, et aux difficultés qui affectent le secteur automobile dans plusieurs pays. Ainsi, malgré un rebond attendu en cours d'année 2019, la croissance du commerce mondial en moyenne annuelle se situerait cette année à un niveau plus faible qu'en 2017 et 2018. La zone euro connaît pour sa part un fléchissement très prononcé de sa croissance. Le ralentissement de l'activité observé au second semestre de l'année 2018 reflète celui du commerce mondial que je viens de mentionner et a été amplifié, notamment en Allemagne, par les difficultés d'adaptation du secteur automobile lors de la mise en œuvre de nouvelles normes d'homologation au 1er septembre 2018. Aussi, si la zone euro pourrait retrouver au premier semestre 2019 une croissance modérée, tirée par la consommation, les prévisions pour l'ensemble de l'année ont été sensiblement révisées à la baisse. En 2019, les prévisions de croissance pour la zone euro sont en effet comprises entre 1,3 selon la Commission européenne et le gouvernement français, 1,2 selon l'OCDE, 1,1 selon la Banque centrale européenne, ce qui correspond, quelle que soit l'estimation retenue, à une progression sensiblement inférieure à celle observée en 2017, c'était 2,5%, et 2018, c'était à la baisse déjà, mais à hauteur de 1,8%.
J'en viens à la situation de la France. Depuis la mi-2018, notre pays connaît une croissance un peu plus soutenue que celle de ses principaux partenaires européens. Par rapport à la zone euro, la France a en effet bénéficié au second semestre 2018 d'un investissement des entreprises plus élevé et d'une contribution des échanges extérieurs un peu plus favorable. En revanche, l'investissement des ménages français a été moins dynamique que chez nos voisins européens. De même, la consommation a été atone au quatrième trimestre de l'année 2018, sous l'effet notamment des mouvements sociaux intervenus en fin d'année. L'écart de croissance de la France par rapport à la zone euro devrait toutefois se maintenir au premier semestre 2019. Le climat des affaires s'est en effet légèrement redressé au mois de février et mars et se situe actuellement à un niveau un peu supérieur à sa moyenne de longue période. Enfin, la demande intérieure serait renforcée par un rebond de la consommation, soutenu par des gains significatifs de pouvoir d'achat au quatrième trimestre 2018 et au premier trimestre 2019. Le Haut Conseil estime toutefois que ce contexte macroéconomique présente plusieurs facteurs d'incertitude susceptibles d'affecter l'activité mondiale et européenne et en conséquence d'affecter la trajectoire de croissance française. J'en citerai trois. D'abord, je l'ai déjà dit, les conditions de mise en œuvre du Brexit constituent un élément majeur pour notre dynamique de croissance. Ensuite, nous devons intégrer le risque d'une reprise plus lente que prévu du commerce mondial, sous l'effet d'un possible durcissement des tensions protectionnistes ou d'un ralentissement accru de l'activité en Chine ou aux États-Unis. Enfin, l'activité française pourrait être freinée si le ralentissement observé ces derniers mois en Italie, en Allemagne, était amené à se poursuivre. À l'inverse, d'autres facteurs pourraient affecter positivement notre trajectoire. Certains pays européens pourraient ainsi utiliser les marges de manœuvre budgétaires dont ils disposent pour soutenir davantage l'activité. Je pense également aux politiques monétaires plus accommodantes qui résultent des décisions prises par la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne au cours des derniers mois qui atténuent le risque d'une remontée rapide des taux d'intérêt. J'en arrive aux observations formulées par le Haut Conseil sur les prévisions du gouvernement pour l'année 2019. S'agissant de la prévision de croissance formulée dans le programme de stabilité pour 2019 par le gouvernement, elle s'élève, vous le savez, à 1,4%. Elle est donc en baisse par rapport à la prévision établie dans la loi de finances pour 2019 qui s'établissait à 1,7%. Cette prévision de croissance est en ligne avec celle formulée par plusieurs organisations internationales telles que le Fonds monétaire international et la Commission européenne qui l'estime à 1,3% pour 2019, ainsi qu'avec celle établie par d'autres organismes qui oscillent entre 1,5% selon l'OFCE, 1,4% selon la Banque de France et 1,3% selon Rexecode. Dans le détail, la consommation des ménages français devrait être soutenue par d'importants gains de pouvoir d'achat résultant de la poursuite de la croissance des revenus d'activité, par le ralentissement de l'inflation et par les différentes mesures fiscales et sociales prises à la fin de 2018. Ces gains de pouvoir d'achat concentrés sur le quatrième trimestre 2018 et le premier trimestre 2019 ont été jusqu'ici absorbés en grande partie par la hausse du taux d'épargne qui a atteint un niveau singulièrement élevé. La consommation française dépendra donc au cours des prochains trimestres de la perception qu'auront les ménages de l'évolution de leur pouvoir d'achat et de leur confiance dans l'avenir. Enfin, la hausse de l'investissement des entreprises devrait également se poursuivre, ce qui est cohérent avec les niveaux élevés de taux d'utilisation des capacités de production. En résumé, le Haut Conseil considère que la prévision de croissance pour 2019 formulée dans le programme de stabilité est réaliste. Il en est de même pour les prévisions d'emploi et de masse salariale établies par le gouvernement pour 2019. S'agissant de l'inflation, le Haut Conseil estime que la prévision du gouvernement à 1,3 pour 2019 est plausible. Nous relevons toutefois que les premières estimations de l'indice d'inflation du mois de mars 2019 laissent penser que la hausse attendue de l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire permettant de dégager une tendance de fond de l'évolution des prix, pourrait être plus lente que prévu par le gouvernement.
Je voudrais pour finir vous présenter les observations du Haut Conseil sur le scénario macroéconomique du gouvernement pour les années 2020 à 2022. Il convient d'abord d'examiner les hypothèses de croissance de produit intérieur brut potentiel, c'est-à-dire la production dite soutenable qui peut être réalisée sans engendrer de tensions dans l'économie. Le gouvernement n'a pas modifié ces hypothèses par rapport à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. La croissance potentielle de l'économie française est ainsi estimée à 1,25 pour chacune des années comprises entre 2018 et 2020. Elle augmenterait cependant très légèrement en fin de période pour tenir compte de l'impact de réformes structurelles et s'établirait alors à 1,35 en 2022. Le Haut Conseil renouvelle donc l'avis qu'il a déjà exprimé lors de l'examen de la loi de programmation en considérant que les hypothèses retenues par le gouvernement pour cette période, qui se situe dans la fourchette des estimations disponibles, sont raisonnables. Il convient ensuite d'évaluer la position de l'économie française dans le cycle en 2019 et 2020. Elle est estimée grâce, vous le savez, à l'écart de production, également appelé output gap. Cet écart constitue en principe un indicateur de la capacité de rebond d'un pays quand il est négatif ou d'une perspective de ralentissement quand il est positif. Les estimations du gouvernement établissent un écart de production très légèrement négatif pour 2018 et 2019 et se situent également dans la fourchette des estimations disponibles, ce qui nous fait dire qu'elles sont raisonnables. Il relève cependant que l'incertitude portant sur l'écart de production est importante. En effet, cet écart ne correspond pas à une donnée observable ou comptable, et ces estimations sont régulièrement sujettes à des révisions significatives. On a d'ailleurs eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur ces sujets. Comme en avril 2018, nous notons que la fragilité des évaluations de l'écart de production est mise en lumière par les messages divergents délivrés par les indicateurs d'inflation et de tension. Ainsi, l'inflation sous-jacente fluctue faiblement et reste à un bas niveau, ce qui ne témoigne pas de signes de tension. En revanche, les taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie manufacturière et les difficultés de recrutement s'établissent depuis 2019 au-dessus de leur moyenne de long terme. J'en viens au scénario de croissance établi par le gouvernement pour la période 2020-2022. L'an dernier, dans notre avis sur le programme de stabilité d'avril 2018, nous avions considéré que le scénario d'une croissance effective demeurant continuellement supérieur à la croissance potentielle jusqu'en 2022, il était présenté 1,7%, était optimiste. Le nouveau scénario présenté cette année se prête moins à cette critique. Le gouvernement a en effet révisé à la baisse son scénario de croissance par rapport au programme de stabilité transmis en 2018. Les prévisions de croissance s'établissent ainsi à 1,4% par an. Ce niveau est proche de la croissance potentielle jusqu'en 2022, quoique légèrement supérieur. En conséquence, l'écart de production serait durablement proche de zéro. Nous considérons que ce nouveau scénario constitue une base raisonnable et en tout état de cause plus raisonnable que dans le programme de stabilité précédent pour établir une trajectoire pluriannuelle de finances publiques. Alors, je voudrais évoquer pour conclure l'impact du scénario macroéconomique présenté par le gouvernement sur les finances publiques. Dans l'ensemble, le Haut Conseil note que le gouvernement a souhaité rendre plus crédible le scénario macroéconomique de moyen terme. La comparaison des trajectoires de finances publiques prévues dans le programme de stabilité transmis en avril 2018 et dans celui-ci montre qu'un scénario optimiste de croissance, tel que celui présenté l'an dernier, tend bien sûr à minorer le déficit et à afficher une trajectoire favorable de dette publique. Et c'est pour cela que nous avions fait des observations l'année dernière sur le scénario en le qualifiant d'optimiste avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir effectivement sur la minoration du déficit et une trajectoire plus favorable de la dette publique. Alors, tandis que le solde public effectif devait être positif, vous vous en souvenez, dans le dernier programme de stabilité, à hauteur de 0,3 points de PIB en 2022, celui de cette année prévoit désormais un déficit public de moins 1,2 points au même horizon.
Le programme de stabilité établi en avril 2019 inscrit donc une dégradation du déficit de 1,5 point de PIB par rapport à celui de l'an passé. Or, dans l'ensemble, cette évolution est expliquée pour un peu plus de la moitié par la révision de la trajectoire de croissance économique sur la période 2018 à 2022, puisque on passe de 1,7 à 1,4, et pour un peu moins de la moitié par les choix faits en matière de finances publiques, essentiellement le choix d'une baisse plus forte des prélèvements obligatoires, sans faire un effort supplémentaire en matière de maîtrise de la dépense publique. En conséquence, dans le nouveau scénario en 2022, le solde structurel restera éloigné de l'objectif de moyen terme, fixé à moins 0,4 points de PIB. Il serait encore de moins 1,3 points de PIB en 2022, contre moins 0,6 points initialement fixé dans le programme de stabilité établi en avril 2018. La révision du scénario de croissance et dans une moindre mesure de celui des finances publiques se traduirait aussi par une modification significative de la trajectoire de diminution du ratio de dette sur PIB. Et d'après le programme de stabilité transmis par le gouvernement, il ne diminuerait sur l'ensemble de la période 2018-2022 que de 1,6 points dans le programme de stabilité d'avril 2019 contre 7,2 points initialement anticipés dans le programme de stabilité établi l'année dernière. La baisse du ratio de dette ne serait donc amorcée qu'à compter de 2021, alors qu'elle était attendue dès 2018 dans le programme de stabilité d'avril 2018. Le Haut Conseil relève donc que pour des raisons tenant à la fois aux perspectives de croissance révisées à la baisse et au choix fait d'une baisse plus forte des prélèvements obligatoires, le nouveau programme de stabilité conduit par rapport au précédent à une réduction sensiblement moindre des déficits effectifs et structurels à l'horizon 2022 et en conséquence de notre dette. Et cette évolution rend d'autant plus nécessaire un strict respect des objectifs de dépenses publiques si les pouvoirs publics veulent respecter les engagements pris. Voilà, Monsieur le Président, les quelques mots que je souhaitais dire en introduction. Maintenant, je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous souhaiteriez me poser. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, de nous avoir présenté ce programme de stabilité des finances publiques en votre qualité de Président du Haut Conseil. Et je donnerai sans doute certainement la parole à tous ceux et celles qui l'ont demandé, mais auparavant, je vais donner la parole à notre rapporteur général, Albéric de Montgolfier, qui a la parole tout de suite. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, ce n'est pas le premier président, mais c'est le président avec les rapporteurs généraux que je salue. Voilà, et mes chers collègues. Alors, tout d'abord, une remarque, un peu un étonnement. Ce matin, il y a une seule chose qui est vraie là-dedans, c'est que c'est transmis au Parlement le 10 avril. C'est bien aujourd'hui, le 10 avril. Bon, on nous a envoyé ça sous embargo ce matin. Le seul problème, après, on a levé l'embargo parce que, comme c'est dans la presse depuis plusieurs jours, je ne vois pas très bien l'intérêt d'avoir un embargo sur ce document que les ministres distillent en faisant des annonces. Il y avait une interview croisée des deux ministres l'autre jour qui annonçait tout, donc je me demande vraiment parfois à quoi nous servons. Alors, dans une heure, Monsieur le Président, nous aurons un débat sur le grand débat et le Premier ministre va parler pendant une heure pour ne rien dire, puisqu'il ne peut rien dire. Donc très concrètement, il va venir pour expliquer qu'il ne peut rien dire, parce que tout va être remis en cause par les annonces du Président de la République dans quelques jours. Donc la question que je me pose, que nous nous posons tous, c'est celle de la crédibilité d'un document qui est sans doute d'ores et déjà un peu dépassé, voire caduque, puisqu'on sait qu'il y aura des annonces fiscales, est-ce que ça sera, qui peuvent changer les hypothèses sur un certain nombre de choses. Donc voilà, quel est le regard doit-on porter dès lors, alors vous essayez le fait politique, mais dès lors que dans quelques jours, on sait qu'il y aura des annonces, et que ces annonces viendront du Président de la République, et le Premier ministre nous expliquera tout à l'heure, dans une heure, qu'il remerciera tout le monde, mais qu'il ne peut rien dire. Donc voilà, donc c'est la première question. Non, parce que c'est ça, pendant une heure, c'est un exercice assez remarquable, parce que réussir à délayer pendant une heure pour expliquer qu'on ne va rien dire, donc c'est ce qui va, l'exercice, le supplice auquel nous allons être soumis à 16 heures. Moi j'ai deux questions. Non mais c'est la réalité. La première question, elle porte sur l'impact en termes de croissance sur des mesures de pouvoir d'achat, les mesures gilets jaunes. Très concrètement, il y a un certain nombre d'hypothèses. On a laissé un peu effiler la dépense par le déficit, très clairement, puisque les mesures en recettes ont été différées.
Quel est pour vous l'impact multiplicateur de ces mesures sur la croissance? Est-ce qu'elle est forte? Certains disent que ça peut amener un coefficient multiplicateur de 2,3, de 2, de 3, de 4. Parce que si ces mesures présentent un impact important, j'allais dire... c'est dommage de ne pas avoir écouté le Sénat, puisque nous, on les avait proposés un an avant. Donc voilà, on aurait pu gagner du temps si on avait écouté le Sénat sur le CSG des retraités ou sur la TICPE, parce que nous aurions un impact positif en matière de croissance dès l'année 2018. Et pourquoi se priver et avoir attendu finalement l'extrême des lectures et l'extrême et avoir fait un virage à 180 degrés? Voilà, on aurait pu sans doute écouter plutôt le Sénat et nous aurions bénéficié de l'impact de ces mesures pouvoir d'achat sur le taux de croissance dès 2018. Voilà. Donc, est-ce que vous avez estimé l'effet multiplicateur de ces dépenses? Je fais un peu de politique cet après-midi, est-ce que j'ai un peu énervé? Non, je ne le fais jamais. Et la deuxième question, elle porte sur le Brexit. Vous avez cité Brexit. Alors, bon, les hypothèses les plus folles circulent, y compris celle d'une élection de représentants au Parlement européen de Britanniques, d'un pays qui a quitté l'Europe. Donc, tout est possible. Néanmoins, est-ce que vous avez estimé l'impact sur la croissance d'un scénario de Brexit dur, hard Brexit, où finalement les choses exploseraient, nous n'aurions pas d'accord, et donc avec l'impact notamment sur le commerce, sur les droits de douane, les ralentissements? Est-ce que cette hypothèse-là a été chiffrée? Voilà, merci. Monsieur le Président, vous faites un exercice difficile et nous statuons sur un document qui peut-être sera à mettre à la poubelle dans quelques semaines ou quelques jours. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur général, pour ces questions pertinentes et ces rappels, ces piqûres de rappel parfois douloureuses. J'ai deux questions avant, comme ça permettra au Premier Président de répondre et au rapporteur général et aux questions du Président, puis je donnerai la parole bien sûr à nos collègues. Ma première question porte sur la sincérité du projet de programme de stabilité. Et sur ce point, je vais aller droit au but. Comment peut-on avoir élaboré un programme de stabilité indépendamment des suites qui seront données au grand débat national? Je reporte la question un peu du rapporteur général, dont tout laisse à croire qu'elles auront un impact non négligeable sur le scénario budgétaire gouvernemental. Est-ce à dire que les services de la Commission européenne vont se prononcer dans quelques semaines sur un programme de stabilité déjà obsolète? Un rectificatif sera-t-il alors envisageable? Deuxième question. Ma seconde question porte sur la capacité de rebond de l'économie française. Ce que les économistes appellent dans leur jargon l'écart de production. Comme vous le soulignez dans votre avis, les conjoncturistes et le gouvernement estiment que l'économie française aura épuisé sa capacité de rebond à l'issue de l'exercice 2019 et devrait dès lors croître à un rythme proche de son potentiel. Logiquement, la résorption de l'écart de production s'accompagne de l'apparition de tensions sur les salaires et sur les prix, et pourtant l'inflation sous-jacente demeure atone. Comment expliquer, Monsieur le Premier Président, cette contradiction? Voilà, si vous voulez bien, Monsieur le Premier Président, répondre aux questions du rapporteur général et ces deux questions, et ensuite je donnerai bien sûr la parole à nos collègues. Il y en a une qui est un peu la même. Elle est redondante. Merci bien. Je n'ai pas à commenter, bien sûr, vos propres observations et je ne peux pas me placer sur le terrain politique. Nous avons travaillé en ce qui concerne le Haut Conseil dans nos conditions habituelles, c'est-à-dire à partir des documents que nous a transmis le gouvernement mercredi dernier. Nous-mêmes, nous avons travaillé jusqu'à hier. Nous avons finalisé notre avis hier après-midi et nous l'avons transmis d'ailleurs immédiatement aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc le reste ne m'appartient pas et s'adresse davantage, me semble-t-il, aux ministres concernés. Sur la crédibilité, le scénario tel qu'il est présenté, nous l'avons dit, nous paraît réaliste, crédible. Alors, j'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu faire deux remarques préalables. La première portant justement sur le fait que nous constatons aussi que ce programme de stabilité a été préparé indépendamment des suites susceptibles d'être apportées au grand débat
et bien sûr, indépendamment du calendrier du Brexit lui-même. Alors cela, c'est la conséquence du calendrier européen. Le gouvernement est contraint de se plier à un calendrier et à présenter d'ici la fin de ce mois le programme de stabilité. Bon. S'il lui apporte quelques modifications, bon, il faudra que lui-même effectivement apporte ses compléments d'information. Est-ce que ça pèsera sur 2019 ? Bon, ça n'est pas certain. Bon, mais ça peut avoir des conséquences, bien évidemment, sur le scénario 2020-2022. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons pris la précaution de dire que ce programme de stabilité est présenté indépendamment, une fois de plus, des conséquences du grand débat. Même si vous avez, d'ailleurs, oui, nous le disons dans les liminaire. Voilà, en observation liminaire, et effectivement. Bon, puisque les deux choses, hein, autant le grand débat comme le Brexit peuvent avoir des conséquences, bien sûr, sur les hypothèses macro et sur le scénario de finances publiques qui peut, bien sûr, en résulter. Après, sur l'impact, le coefficient multiplicateur des mesures prises à la suite du mouvement des Gilets jaunes, je crois que personne ne les a vraiment mesurés encore aujourd'hui. Ça se traduit bien évidemment par des mesures de pouvoir d'achat qui, elles, se sont traduites au niveau du 4e trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019. Pour le moment, ça ne s'est pas encore traduit au niveau de la consommation, puisque le 4e trimestre, en termes de consommation, a été atone, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, vous n'avez pas un lien toujours automatique, bien sûr, entre une augmentation du pouvoir d'achat et une augmentation de la consommation. Je constate que le gouvernement prévoit d'ailleurs une augmentation du pouvoir d'achat de 2%, me semble-t-il, hein, en 2019, et il prévoit une augmentation de la consommation d'1,6, ce qui fait qu'il conserve un taux d'épargne relativement élevé en 2019, ce que nous avons considéré comme étant prudent d'ailleurs, puisque il peut y avoir de la part du consommateur un lissage de sa consommation. Donc, mais dans les hypothèses retenues par le gouvernement, du coup, c'est plutôt prudent, puisqu'il ne prévoit pas que ce qui est venu en pouvoir d'achat supplémentaire soit intégralement consommé le plus rapidement possible. Donc voilà, donc c'est... Et sur les taux d'épargne qui sont retenus pour 2019 et même pour après, ça semble une fois de plus prudent. Alors tout va dépendre bien évidemment de la confiance, bien sûr, des ménages français, comme des entreprises d'ailleurs, bon, dans les mesures prises et dans la foi dans l'avenir. Bon, donc vous consommez d'autant plus facilement que voilà, vous avez confiance, sinon vous avez tendance à épargner. Quand vous avez cette capacité d'épargner, c'est effectivement classique. Pour pouvoir vraiment mesurer l'impact, hein, il n'y a pas de multiplicateur pour le moment estimé par le Conseil des finances publiques. Alors cet effet, il faut noter qu'il vient dans un contexte d'affaiblissement de la demande extérieure à la France, puisque nous avons ce ralentissement que nous constatons au niveau mondial et au niveau européen. Donc, effectivement, ça peut avoir un impact positif. Ça peut expliquer pourquoi la France
en termes de croissance par rapport à la moyenne européenne s'en tire plutôt mieux que d'autres. Donc ça peut effectivement s'expliquer ainsi. Sur le Brexit, nous n'avons pas pu, bien évidemment, au niveau du Haut Conseil, nous ne sommes pas outillés pour, et puis ça n'était pas non plus l'objet de notre saisine, mais nous sommes bien conscients, c'est pour ça que d'ailleurs nous le situons dans les aléas importants. Bon, alors, on est conscient que le Brexit peut impliquer à moyen terme des pertes économiques, principalement liées d'ailleurs à la réduction des échanges commerciaux qu'entraînera la sortie du marché unique. Alors certaines études évaluent déjà les effets du Brexit à 2 points de PIB depuis le vote, en raison des incertitudes conduisant à un moindre investissement des entreprises et à une moindre consommation des ménages, et ce avant tout changement réglementaire. L'INSEE a publié récemment une étude évaluant les effets d'une augmentation des droits de douane découlant du Brexit sur l'activité française à partir de 2 scénarios, un scénario de soft Brexit et un scénario de hard Brexit. Or seulement en conséquence d'une augmentation des droits de douane, pas dans sa globalité au niveau du Brexit. Ils ont considéré que un scénario de soft Brexit qui prévoit la conclusion d'un accord, une remontée des droits de douane à partir de 2020, pourrait avoir un effet cumulé à hauteur de moins 0,3 points de PIB étalé sur plusieurs trimestres. Et puis le scénario de hard Brexit, c'est-à-dire d'absence d'accord entre l'Union et le Royaume-Uni, pèserait, d'après cette étude, sur l'économie française à hauteur de 0,6 points de PIB. Là, c'est plus significatif, effectivement, réparti là aussi sur plusieurs trimestres. Or, selon l'INSEE, la France ne serait pas le pays le plus affecté par un Brexit soft ou hard, d'ailleurs. Bon, l'Irlande serait plus affectée que nous, pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre, d'ailleurs. L'Allemagne le serait également davantage, ce qui peut expliquer la position, d'ailleurs, de la chancelière par rapport à un non-accord. Elle souhaite plutôt un accord, elle souhaite fermement même un accord, bon, à partir du moment où son pays serait impacté plus fortement que d'autres des conséquences d'un hard Brexit. Or, le FMI a également réalisé une étude, et dans ses prévisions publiées hier, je ne sais si vous l'avez noté, a estimé que la mise en place d'un Brexit sans accord pouvait engendrer une réduction de la croissance de l'ensemble de l'Union européenne. Or, la marge est relativement large, hein, de 0,1 à 0,4 dès 2019 et de 0,2 à 0,4% supplémentaires d'ici 2021. Et l'impact sur le Royaume-Uni serait beaucoup plus important. Voilà. L'honnêteté consiste à dire que personne ne peut avoir de certitude. Bon, hein. Et la seule chose que l'on peut effectivement dire avec plus ou moins de certitude, c'est que c'est bon pour personne. Bon, et ça peut avoir des conséquences pour tout le monde. Mais difficile d'en mesurer aujourd'hui l'ampleur. Sur le calcul de la croissance potentielle, de l'écart de production, bon, on sait que ce sont des sujets qui sont sensibles au niveau des économistes, qui peuvent exprimer des points de vue quelque peu divergents là-dessus. La croissance potentielle, hein, elle est estimée
de manière imparfaite, on le voit bien. Les révisions sont parfois assez importantes. Il n'y a pas de méthode parfaite. On continue, nous, d'y travailler, d'ailleurs, avec nos collègues de l'étranger. Alors, la croissance potentielle est utile, bien évidemment, pour pouvoir mesurer cela. On peut considérer que la croissance potentielle telle qu'elle est présentée par le gouvernement dans son scénario est raisonnable. D'ailleurs, c'est ce que nous avions dit à l'occasion du dernier programme de stabilité. Quant à l'écart de production, et puis sur le fait que la croissance potentielle pourrait bouger, là vous avez des avis qui peuvent diverger. Le gouvernement estime que l'impact de ces réformes de structure peut être à hauteur de 0,1, 10 exactement, puisque ça passerait la croissance potentielle de 1,25 à 1,35. Vous avez l'OCDE et le FMI. Le FMI vient de le démontrer là, ce matin là, dans sa publication, qui intègre des effets plus importants, des réformes structurelles, que ne le fait le gouvernement. Le FMI, je crois, va même jusqu'à 1,5. L'OCDE un petit peu moins. Donc la Commission européenne, elle, ayant un calcul totalement différent, d'ailleurs vous le verrez dans l'avis, nous reprenons un tableau qui montre que la Commission européenne diverge totalement par rapport à l'OCDE et le FMI, mais c'est parce que en fait la Commission européenne pratiquement n'intègre pas. Voilà, vous voyez là, d'ailleurs, quand vous voyez ça, bon, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, comment peut-il y avoir voilà, de telles différences, de telles divergences, hein. Mais voilà, ça veut tout simplement dire que la Commission, en fait, a un calcul un peu forfaitaire et n'intègre pas, à proprement parler, l'impact des réformes de structure annoncées, parce que la Commission européenne, on le sait, part de ce qui est voté par un Parlement. Bon, voilà. Et donc, du coup, quand vous annoncez des mesures sur 2020, 2021, la Commission européenne ne les prend pas toujours en considération. Donc voilà, c'est ce qui explique les divergences qu'il peut y avoir entre les prévisions, notamment du FMI et de l'OCDE d'un côté, et puis de la Commission elle-même. Sinon, donc, par rapport à est-ce qu'un pays peut avoir une croissance effective toujours supérieure à sa croissance potentielle sur une longue période? C'est la question que vous avez posée. Là-dessus, les certitudes ne sont pas évidentes parce que normalement, on peut considérer que c'est difficilement envisageable. Bon, c'est difficile d'avoir une croissance réelle supérieure à la croissance potentielle sur une longue période, surtout quand vous êtes en fin de cycle. Cela dit, l'exemple des États-Unis, l'exemple de l'Allemagne montrent que l'on peut être durablement au-dessus de sa croissance potentielle. Bon, alors tout dépend de là où on se situe dans le cycle, bien évidemment. Bon, beaucoup d'économistes pensent que nous pouvons être en fin de cycle. Là, ce que nous pouvons constater, c'est que la prévision de 1,4 est en fait proche de la croissance potentielle. Bon, donc c'est pour cela que on peut considérer que ça n'est pas déraisonnable d'avoir le scénario tel qu'il est présenté. Bon, surtout qu'en plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur la croissance potentielle entre 1,3, 1,35, 1,4, 1,5.
Bon, on voit bien qu'il y a des nuances selon les économistes. Quand vous êtes à un cadre, vous n'êtes pas loin quand même de votre croissance potentielle. C'était l'audition de Didier Migaud, le président du Haut Conseil des finances publiques. Didier Migaud a jugé réalistes les prévisions du gouvernement qui anticipe une croissance plus faible à hauteur d'1,3% entre 2020 et 2022. La dette de la France diminuera moins vite que prévu pour atteindre 97% de la richesse nationale en 2022, loin de l'objectif d'une dette à 90% du PIB promise par le candidat Emmanuel Macron. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.